Bonus. Trax. Bonjour à toutes et à tous, c'est Riley de la JDR Academy et on se retrouve aujourd'hui non pas pour un actual play mais pour une rencontre, une discussion, une interview, peut-être même une torture. Il va nous le dire, c'est Nicolas Levif des éditions La Fabrique Imaginaire. Salut Nico. Hello, bah torture, je sais pas, mais je pense pas. Je vous dirai à la fin en fait. Nous on aime beaucoup un jeu à la JDR Academy, c'est Brindlewood Bay et il s'avère que tu sors une version en français de Brindlewood Bay. Donc tu es là pour ça, pour nous en parler. Avec grand plaisir. On va commencer d'abord parce que tu peux te présenter et puis présenter ta maison d'édition. Pour mon parcours, donc moi je suis auteur de jeux de rôle depuis quelques années maintenant. Ça a commencé, les gens connaîtront certainement ce jeu avec la traduction de Pour la Reine, ma première incursion dans le monde du jeu de rôle, et qui a été rapidement suivie de la création de Rituel et de Donjons et Siphons. Ce sont des jeux avec la même mécanique, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors il y a des petits changements mécaniques sur chaque jeu, mais globalement, le principe c'est d'amener du jeu de rôle au format jeu de société, avec des règles qui sont lues en 5 minutes. Donc tu ouvres la boîte, tu lis les règles en 5 minutes et tu joues directement. Tu n'auras plus besoin des règles après par la suite. Donc c'est vraiment l'idée de libérer le jeu de rôle un peu de ses contraintes mécaniques, de se concentrer sur la narration, d'amener des gens qui connaîtraient pas le jeu de rôle qu'ils voudraient découvrir à pouvoir s'y lancer de la manière la plus simple possible. Chaque jeu a des petites mécaniques différentes, en l'occurrence, donc c'est intéressant à chaque fois d'avoir une petite surprise. On a un thème différent, mais on a aussi un ensemble de mécaniques qui vont faire que c'est à chaque fois une expérience qui est différente des autres jeux. Tu adaptes un peu la mécanique au thème, tout simplement. Ouais, complètement, ouais. C'est ça. On peut s'arrêter une seconde sur la mécanique. En fait, c'est des cartes et on improvise une histoire à partir de Ouais, de ces alors questions. tout à fait. C'est ça. Il y a un grand univers général. Tu vois, Donjons et Siphons va être des créatures du donjon qui travaillent dans un service d'entretien et d'assainissement du donjon, donc qui s'occupent des toilettes, tout simplement, et qui doivent élire un nouveau représentant syndical. Donc ils sont en pleine élection pour ça, sachant que chacun pense être la bonne personne pour représenter les autres. Une fois qu'on est sur ce contexte-là, on a une mécanique qui est quand même commune à tous les jeux, qui est on a des cartes avec des questions dessus. On lit la question et on y répond du point de vue de son personnage qu'on va improviser au fur et à mesure. Et à chaque fois qu'on répond, une fois qu'on a terminé de répondre, les autres sont là pour te poser des questions pour enrichir un peu les choses. Et après 2-3 tours de jeu, moi je dis toujours, on a un truc qui est digne d'une série Netflix en termes de rebondissements, de liens compliqués et tout ça, quoi. C'est parce que tout secret, à chaque carte, il y a les personnages secrets, l'histoire secrète. Ouais, exactement. C'est vrai que ça marche très très bien. Donc il y a eu ces 3 boîtes-là, c'est ça? Et puis il y en a eu Donc il y a eu, c'est ça? après il y a eu du coup le casse de trop pour jouer des histoires de braquage, c'est vraiment un hommage à Usual Suspects. Oui. Avec un côté, on a réussi notre braquage, mais on s'est fait serrer par les flics et là on est en garde à vue. Et du coup, on va raconter en flashback comment ça s'est pas passé comme prévu. Donc ça, c'est vraiment très très chouette, généralement comme histoire, avec une fin en dilemme du prisonnier. On peut dénoncer ses potes et on voit qui reste en tôle, qui ressort pour profiter du butin. Okay. Il y a eu Alibi de 2 personnes de l'appel. Oui, tout à fait. Voilà, Canard et Neft, et qu'on fait un jeu très cool d'enquête émergente. Vraiment on va y arriver. Voilà. Tout à fait, on va reparler de l'enquête émergente, c'est clair. Et le dernier qui est sorti en juin, donc il n'y a pas si longtemps, c'est Sur la route. Voilà, qui est 2 mois, celui-là pour le coup, qui est un peu plus gros bébé que les précédents, dans la mesure où on passe de 80 cartes à 120 cartes, il y a vraiment de quoi faire dedans. Superbement illustré par Laetitia Vargas et mis en page en partie par Nicolas Folio. Voilà, qui est vraiment un jeu hyper chouette pour raconter des histoires de voyage. Il y a 12 grands thèmes de voyage dans le jeu. Ça peut être du challenge sportif, ça peut être s'installer sur des nouvelles terres, ça peut être de venir en aide à des populations en danger, par exemple, après un cataclysme ou une guerre. Moi, j'ai joué une chasse au trésor avec des pirates, il me semble. Bah voilà, par exemple, exactement, une épopée spatiale, des artistes en tournée, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles sur ce jeu-là. Okay. Et son intérêt, c'est aussi d'être découpé en phases, et une petite piste de voyage au dos avec un petit jeton véhicule qui avance sur cette piste, sur la route, et qui permet de passer des différents paquets de cartes, donc les préparatifs au début, les péripéties ensuite. Et d'avoir une progression, c'est ça que tu n'avais pas forcément pour l'arène. Ouais, exactement. Tu peux avoir des frustrations parfois sur certaines cartes, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, le point de départ de tout ça, c'est une remarque de Aurélien de la Rollisterie,
sur un actual play de Rituel qui disait c'est dommage, on va pas le rituel progresser. C'est un truc que j'ai gardé en tête et là on a vraiment avec cette idée d'avoir les paquets différents, tu vois, préparatifs, péripéties, dernières étapes, etc. Je voulais qu'on puisse avoir plus la main sur la durée de la partie, tout en ayant en parallèle cette gestion des paquets en fait, donc ça tombe très très bien. On a cette piste au dos et on a la main sur quand est-ce qu'on va avancer le véhicule et du coup changer de paquet de cartes et gérer la durée de la partie. C'est très sympa. Voilà. Ça crée plus de cohérence, moi c'est bien. Ouais, t'as vraiment la sensation d'avoir fait un voyage en fait. Tout à fait, ouais. Complètement quoi. Et donc voilà. Et puis un petit bonus pour les amateurs de drama, c'est qu'il y a des cartes drama du coup qu'on va tirer au début de la partie, on la garde avec soi, on l'a dans la main donc ça te donne envie de la jouer, et qui amène 2 rebondissements assez explosifs, donc on choisit au moment de la jouer quel rebondissement on veut faire, ou un combo des deux, parfois ça arrive, et du coup ça donne des pistes pour imaginer son personnage au début, et puis voilà, ça donne des surprises dans l'histoire qui sont généralement avec pas mal d'impact sur l'histoire qu'on est en train de raconter. Excellent, excellent, je vous le conseille. Sorti en juin dernier, c'est ça? Juin 2025. Tout à fait. Juin 2025, ouais, complètement. Et donc ça nous amène à d'autres aventures du coup. C'est ça, tu passes à la catégorie supérieure, entre guillemets, à un jeu plus gros, je pense, ouais. C'est et ça. Encore, tu vas nous le dire, vous avez découvert donc Brindlewood Bay, et qu'est-ce qui t'a convaincu d'éditer ce jeu en français? Alors ça fait un certain temps que je traîne sur le serveur Discord de The Gauntlet, donc monté par Jason Cordova. Et en fait, en écrivant Brindlewood Bay, il a eu besoin de tester une mécanique, donc de l'enquête émergente, et il a écrit Brindlewood Bay pour pouvoir répondre à cette question-là qu'il avait dans The Between. Ok, c'est ça. Parce que donc Jason Cordova, l'auteur de Brindlewood Bay, de The Between, et qui fait des actual play vidéo de ses. Ouais, il en fait des tonnes d'actual play. Ouais, il améliore son jeu en fonction de ses actual play aussi, je trouve. C'est une sorte de test. C'est intéressant parce que en fait, sa manière les conseils qu'il donne dans les jeux correspondent vraiment à sa manière de mener, et tu produis quelque chose qui est assez proche de ce qu'il fait lui en actual play, donc c'est assez chouette. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui te convainc, toi, du coup, d'éditer en français Brindlewood Bay? Alors, Brindlewood Bay, ça a été amené en France par Gulix avec une première version qui a été mise en page par Nicolas Folio, dont je parlais tout à l'heure avec Sur la route. Et donc, cette V1 est sortie au moment où elle sort, enfin, un peu après sa sortie aux US. C'est ça, il est sorti que en plus en PDF, il me semble, Gulix. Ouais, tout à fait. Vous avez dit ça. Ouais, complètement. L'idée, c'était vraiment de faire découvrir cette famille de jeux. C'est la famille des Cards from Brindlewood, les CFB pour les intimes, et qui est une sorte de dérivé de PBTA. C'est du PBTA, globalement. Et du coup, le jeu était très chouette, mais il y a eu une version qui a été kickstartée aux US un peu plus tard. Une V2, en fait, du jeu. Ouais, en fait, c'est une V complète, je dirais plutôt. C'est-à-dire que Jason fonctionne sur ce modèle-là où il fait une première version du jeu. Les gens y jouent, il a des retours, il corrige les choses, ça s'enrichit, etc. Quand c'est suffisamment différent du jeu d'origine, suffisamment enrichi et complet, il propose un financement, et là ça débloque des contenus supplémentaires par lui et d'autres personnes qu'il va recruter dans son équipe. Et il le fait systématiquement, ça, pour tous ses jeux. En tout cas, il l'a fait pour Brindlewood Bay et il l'a fait pour The Between. Donc, il le fait pour Public Access aussi. Oui, Public Access, oui, il a sorti effectivement une première version, et tous les jeux vont suivre ce modèle-là, c'est un bon modèle en fait. Tu vois, il travaille vraiment dans le vous financer un point de départ, et au fur et à mesure on va ajouter des choses, et à la fin on fera un gros Kickstarter avec encore plus de choses à la clé. Donc Gulix avait fait cette V1, Sébastien a discuté avec lui, j'ai pas été dans tous les échanges, mais de ce que j'ai compris, la quantité de matos de la V1 complète du Kickstarter ne le tentait pas, ça représente beaucoup de travail quand même. Et du coup, on était déjà en discussion avec Jason, et donc voilà, donc on a décidé de le faire parce qu'il y a quand même beaucoup de contenus qui ont été débloqués. Il y a des choses vraiment essentielles pour le jeu en campagne, et c'est vraiment un jeu qui est fait pour être joué en campagne. Le one-shot est totalement possible. On parlera de la facilité avec laquelle on peut mener des mystères. C'est vraiment un jeu où il y a beaucoup d'impro, mais en même temps c'est assez facile d'improviser, donc pour les MJ débutants c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est quand même très cadré le jeu finalement. Ah ouais, avec peu de choses à prendre en main en fait, t'as peu de choses à lire. Enfin, avec 3 feuilles, tu fais tout quoi pratiquement. Donc, est-ce que tu peux nous le pitcher, le jeu? Peut-être c'est ça aussi qui t'a plu. Oui. Ouais, poussé à le faire. Ouais, tout à fait. Brindlewood Bay, en gros, c'est un jeu de rôle qui va mélanger deux choses. Des mystères de meurtres qui sont résolus par des grands-mères. Et quand on joue en campagne, va se rajouter une partie horreur cosmique, digne d'un mythe de Cthulhu, en fait. Donc voilà. Elles sont dans une petite ville, la ville de Brindlewood Bay, qui est en Nouvelle-Angleterre. Une petite ville portuaire. Et voilà, elles enquêtent sur des meurtres.
elles aident les autorités par rapport à ça. Et en fait, elles vont découvrir qu'il y a un obscur complot derrière qui relie fil rouge, ouais. voilà, ces différents meurtres. Et il va y avoir une évolution dans cette conspiration-là. Donc c'est vraiment encadré sur la partie campagne aussi. C'est dans la construction. On choisit au départ un type de groupe de cultistes, on va dire, pour simplifier. L'espèce de grand méchant qu'ils vont essayer de faire naître, qui s'appelle un enfant de Perséphone dans ce jeu-là. Et tout ça, ça va nous donner des thèmes, des indices abyssaux, qui sont des indices de conspiration, en fait, qu'on va pouvoir distiller petit à petit dans les mystères. Et ça va former un tout, jusqu'à, au bout de 4 étapes. Donc la première étape étant une sorte de cliffhanger qu'on va lire à la fin du premier mystère. Et les autres, je vais pas les révéler, mais voilà, ça progresse. La dernière étape, c'est clairement le climax où on affronte cette conspiration-là, en fait. Donc c'est, voilà, ça se construit au fur et à mesure, en prenant des PNJ des mystères, en les rajoutant dans la conspiration, etc., en voyant où vont les joueurs, en discutant du jeu, tu vois, et du coup, c'est vraiment un truc qu'on construit ensemble pour faire plaisir, quoi. Ça, c'est vraiment ça la assez spécificité, on construit ensemble, donc c'est ouais. un jeu d'enquête, mais le gardien, je sais pas comment vous l'avez appelé dans cette Ouais, c'est le version, gardien, c'est ça, le exactement. gardien ne connaît pas la solution Tout à fait. de l'enquête. Ouais, Est-ce ouais, que tu ouais, peux complètement. nous raconter un peu comment ça se passe Ouais, tout à fait, c'est assez simple en fait au final. Ce que je voulais dire déjà, je vais peut-être revenir 2 secondes sur pourquoi on a fait ce nouveau financement. La nouvelle version du jeu contient beaucoup de conseils aux gardiens et contient notamment tout ce qu'il faut savoir pour gérer la conspiration. Donc pour nous, c'était vraiment essentiel de sortir cette version-là pour pouvoir donner vraiment toute son amplitude au jeu. T'as pas tort, parce que c'est quand même assez difficile à appréhender. Moi, la première fois que je l'ai lu, j'ai pas tout compris de comment. Ouais, bah clairement. Quand on n'est pas du tout, quand on sait Si pas du t'es tout ce que c'est le jeu émergent, hein, tout simplement. ouais, si t'es pas sur le gauntlet, si tu suis pas Jason à droite et à gauche, si tu regardes pas ses actual plays, c'est pas évident au départ. Là, sur cette version-là, ça devient beaucoup plus clair, je pense. Là, des conseils en plus, c'est pas du tout. Enfin, c'est très bien. Et puis on a un supplément qui est assez chouette qui s'appelle Nephews in Peril, qui du coup va rajouter. Alors le jeu de base contient 6 mystères, tout ce qu'il faut pour gérer la conspiration, et le supplément va contenir 20 mystères supplémentaires. Et, 20 quand même, ok. Ben en fait, on a accès à tous les paliers qui ont été débloqués aux US. Donc si tu vas aux Très US, bien, ça a fait. Ça fait beaucoup de matériel pour vous à traduire. Oh, bah ouais, complètement. C'est vrai que. Ah ouais, je voyais plus petit le supplément, mais 20 mystères, c'est chouette, ok. Ouais, bah complètement. Il faut voir qu'aux US, ça a levé plus de 470 000 $ avec quantité de paliers qui ont été débloqués, et du coup, ces paliers-là, ils se retrouvent directement dans la version française, donc ça vaut vraiment le coup. Donc il y a 20 mystères en plus. Il y a un petit descriptif supplémentaire de Brindlewood Bay, c'est-à-dire que la ville, elle n'est pas décrite outre mesure dans le livre de base. La ville, décrite un peu plus par le menu, on va dire, elle est dans le supplément. On n'en a pas nécessairement besoin pour jouer, parce que dans les mystères, on a tout ce qu'il faut, mais ça permet d'avoir vraiment du contenu en plus, et c'est du contenu hyper utile. Tu vois, tu peux directement prendre des choses et les ramener dans ton mystère, c'est fait pour. Ok, non, mais c'est intéressant, parce que d'autant que la ville est super importante dans le jeu, en fait. Hein, c'est un personnage à part entière. Donc voilà, donc il y a ces 20 mystères qui sont divisés en 2. Il va y avoir des mystères classiques et des mystères Sweepsweek, c'est-à-dire des mystères qui vont être un peu hors série et qui vont faire la part belle au surnaturel. Où les grands-mères peuvent quitter Brindlewood Bay. Complètement, ouais, tout à ça. fait. Elles quittent Brindlewood Bay, et c'est des trucs référencés. T'as un épisode à la X-Files, par exemple, tu vois. Marrant. Vraiment, dans le thème. C'est vraiment les hors-séries. Comme dans les séries, tu vois, les épisodes de Noël ou ce genre de trucs, faut l'imaginer comme ça, quoi. Ok, donc ça fait beaucoup de contenu en plus par rapport à la première version. Donc ouais, c'est intéressant du coup de passer par le financement participatif. Et en plus, le financement, comme il a super bien fonctionné, je sais plus à combien on est, mais là on essaye d'atteindre les 400%. Alors on se parle, on est à 355% quand même, et on vient à peine de passer la semaine sur les 14 jours de la campagne. Ouais, ça marche très très bien, ouais, vous êtes content. C'est ça. Ouais. Et on a débloqué du coup un supplément français qu'on appelle pour le moment, le nom de code c'est Voyage en France, et notre idée qu'on va affiner avec les autrices et les auteurs qui vont bosser dessus, ça serait de proposer un supplément qui peut être utilisé soit pour faire du voyage organisé de nos mamies de Brindlewood Bay qui viennent en France, typique truc du 3e âge, tu vois, comme ça, qui se rendent compte que bonne idée, même ici il y a des meurtres qui les poursuivent partout, c'est dingue quand même. Ou alors de jouer des grands-mères qui sont en France directement avec une conspiration qui serait plus sur le vieux continent. Puis on imagine bien faire un vrai fil rouge français, quoi. Un fil rouge français ou une conspiration internationale, tu vois, vraiment on va essayer de faire les deux si on y arrive, tu vois, de lier tout ça. Je pense que ça ferait quelque chose qui serait vraiment super chouette.
Et donc on a demandé à des gens de nous rejoindre dans cette aventure-là. Vous avez demandé à Gulix, bien sûr. On a demandé à Culix, évidemment, on a demandé à Com Martin, on a demandé à Guillaume Jantet, on a demandé à Julien Poire, on a demandé à Globtopus. Excellent. Voilà, on a demandé aussi à des auteurs qui sont sur la communauté de la Fabrique Imaginaire. On en parlera peut-être à un moment donné. Ouais, faut qu'on en parle, bien sûr. Et parce que moi, l'objectif en montant ces éditions-là, c'est de mettre en avant la création en fait qu'on a ici, donc aussi des gens qui sont pas encore connus, mais qui font des trucs super chouettes. Le Gauntlet français. Bah, c'est un peu le modèle, ouais. Ouais, t'as raison. T'as totalement raison. Et c'est hyper agréable de travailler avec ces gens-là en plus, donc voilà, c'est cool. Chouette, ok. Du coup, je reviens à l'enquête émergente, peut-être. Ah oui, passons là-dessus, passons un petit peu pour les gens qui n'ont pas écouté au moins l'actual play sur la JDR Academy, où on expliquait les règles. Est-ce que tu peux nous dire comment ça marche une enquête émergente Ouais, comment tout à fait. on ne peut ne pas connaître le coupable Ouais, tout à fait. Bah, en fait, c'est pas si difficile que ça en réalité. Il faut imaginer globalement, si on schématise un peu les choses, que si on est dans le jeu de rôle tradi d'enquête, on va être dans une sorte de puzzle game où l'objectif, c'est de trouver des indices, de suivre les pistes et de trouver qui est le coupable tel qu'il est écrit dans le scénario. C'est un plaisir dans lequel on utilise son personnage pour enquêter soi-même. C'est-à-dire que vraiment, le personnage, c'est un peu ton excuse pour être dans le monde et enquêter. Mais ton activité de joueur, et voilà, cette enquête-là. C'est ça aussi le plaisir du jeu, effectivement. Ça fait partie du plaisir du jeu. Ouais, alors il n'y a pas d'opposition en fait de plaisir de jeu. Hein. C'est pas le propos, c'est une façon de faire différente. Là, avec Brindlewood Bay, on est vraiment dans l'optique PBTA. C'est-à-dire qu'on joue pour être surpris par le jeu, pour voir où ça va nous mener. On est aussi dans quelque chose, et c'est écrit noir sur blanc dans les règles de Brindlewood Bay, on est dans une position, dans une posture d'auteur. C'est-à-dire qu'on est à la frontière entre jouer son personnage à certains moments, et enfin on va passer cette frontière régulièrement, on joue son personnage à certains moments, et à d'autres moments, on est scénariste en fait et réalisateur de ce qui se passe. Mais c'est ce que font tous les PBTA, hein, globalement, quand tu fais un move, tu vas créer des rebondissements dans l'histoire. Effectivement. Et du coup, il y a des moves aussi, des manœuvres dans Brindlewood Bay. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on les a nommés rebondissements parce qu'on a voulu appuyer ce côté auteur en fait par rapport au pouvoir. Que les manœuvres, on pourrait dire, voilà, une manœuvre, c'est un peu une manœuvre. C'est très mécanique du coup. Ouais. En fait, les moves, je vais reprendre le terme anglais, ou les rebondissements, mais un move à l'origine, ça franchit la frontière entre personne et personnage en permanence. C'est-à-dire, ça te dit quand vous faites ça, en gros ça t'adresse au personnage du coup, parce que quand on dit quand vous faites ça, c'est toi dans la fiction. À ce moment-là, vous lancez les dés avec ça, et là ça te parle à la personne du coup. Au joueur, ouais. Donc les moves en tant que tels dans leur énoncé ne tranchent pas si ils s'adressent plus à la personne ou plus au personnage. On s'est dit, là, comme on est clairement dans une position d'auteur telle que c'est prévu par l'auteur du jeu, on va appuyer plutôt du côté rebondissement, c'est-à-dire de dire on est un peu auteur, donc on a un point de vue sur la narration, sur la dramaturgie, et du coup on amène des rebondissements en faisant ces moves. Voilà, donc ça c'est la différence de philosophie, c'est vraiment dans un cas en tradi, on va être dans notre personnage pour nous enquêter, dans l'autre cas avec Brindlewood Bay, avec l'enquête émergente, je vais plutôt parler de semi-émergente d'ailleurs, on va participer à raconter cette histoire-là ensemble. Du coup, comment ça va se passer ? Pour le gardien, donc le MJ dans ce jeu-là, c'est assez simple, il va prendre une fiche de mystère. Donc on a vu, il y a 26 mystères en tout avec les deux bouquins, là, plus les français qu'on va écrire, donc on va être à 36 à la fin, ce qui est quand même énorme. Ouais. Et c'est ultra simple, ça commence avec une intro. L'intro, elle te décrit comment introduire le mystère, c'est pratiquement quelque chose que tu peux lire texto à tes joueurs. Dans cette intro, il va y avoir toujours une question d'ancrage. La question d'ancrage, ça permet de lier les personnages à l'affaire, d'avoir un lien un peu émotionnel ou personnel aux choses. Ensuite, tu vas avoir donc des lieux qui vont te décrire les différents lieux de l'enquête que tu peux présenter directement, de manière complètement transparente, en disant voilà, vous pouvez enquêter là, là et là. Tu peux aussi faire en sorte que certains soient découverts au fur et à mesure, ça c'est vraiment libre. Chacun de ces lieux, on est encore dans la narration partagée, il est décrit, et en même temps il y a une question qui s'appelle planter le décor, que le gardien va poser à ses joueurs, en leur demandant du coup un certain nombre d'éléments qui vont permettre de colorer un petit peu les choses. Ça, mais tu peux me demander à tous les joueurs, il me semble. Oui, totalement. Même à des joueurs dont le personnage n'est pas présent. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois, ça peut être des trucs qui sont vraiment juste de la couleur. Par exemple, je te prends le premier mystère, un père à la mer, et tu plantes le décor en disant « C'est la saison touristique, et le port de plaisance attire beaucoup de monde. En quoi est-ce que les touristes gênent votre enquête ?» Et en fait, en faisant ça, il colore les choses, et en même temps, il t'amène les complications dans l'histoire, tu vois.
Donc tu peux directement faire les scènes à partir des réponses aux questions. Donc ça, c'est hyper chouette comme truc, quoi. Il y en a où c'est genre, vous avez l'impression d'être observé, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Bah là, tu peux complètement amener quelqu'un juste avec la réponse des joueurs. Pour faire un lien, ça pourrait être des questions qu'il y a dans les Force the Story, tout simplement. Exactement. Bah voilà, ça c'est un Ouais. lien que je voulais faire. Effectivement, on est vraiment dans la même philosophie de design. Tout à fait, ouais, bah ouais. Donc ça, c'est pour les lieux. En plus de ça, tu vas avoir des suspects. Donc là, tu vas avoir un descriptif rapide du personnage qui va tenir en 3 lignes et une citation pour aller avec que tu vas pouvoir pratiquement dire tel quel en fait dans un dialogue, quoi. C'est ça Donc, qui caractérise bien le personnage. Voilà, exactement. Donc ça, c'est super chouette. Donc voilà, c'est assez facile. Et le dernier point, un point clé, les indices. Alors les indices, ils sont divisés en 2 catégories. Tu as les indices du mystère et les indices abyssaux. Les indices du mystère, c'est pour l'enquête en cours. Les indices abyssaux, c'est pour relier tout ça à la conspiration, à l'obscur complot. C'est une simple liste en fait d'indices. Ouais, tout à fait. On met l'indice où on veut et Voilà. avec qui on veut. Et le but du jeu, ça va être justement de contextualiser les choses. C'est là tout l'intérêt. C'est-à-dire que tu as une liste d'indices. Par exemple, un tapis imbibé de sang, des photos de famille qui ont été jetées, une montre qui n'est pas à l'heure. Donc vraiment des trucs basiques au départ, tu vois. Mais bah, ça te donne de quoi les contextualiser assez facilement dans l'histoire. Du coup, il y a des gens qui disent parfois, le souci c'est que j'ai lu que on doit rester vague absolument, on peut pas pointer vers un suspect, on peut pas enquêter sur les indices. S'il faut orienter les indices quand même. En fait, si tu peux. Le jeu te dit absolument pas que tu peux pas le faire. Ils sont écrits de manière neutre, mais ils sont là pour être utilisés de la manière que tu veux. C'est-à-dire que tu peux parfaitement dire que tu as entendu une dispute entre tel et tel suspect, par exemple. Tu peux également dire que dans ce mystère-là, par exemple, il y avait une demande d'exclusion d'un héritage et qu'il visait telle personne. En fait, ça gêne pas du tout, parce qu'au moment où ils vont faire leur théorie à la fin, il y a des trucs qui vont dire « Ah ouais, il fait ça parce qu'il a été exclu du truc, tu vois ?» Et l'autre a réagi comme ça, ou il a essayé de le piéger. Enfin, en fait, les possibilités sont immenses. Ça bloque vraiment pas les choses. Enfin, orienter, c'est plutôt une bonne idée. Rester dans le vague, à mon avis, c'est pas la bonne manière de faire. C'est bien que tu dis ça parce que les jeux émergents, enfin en tout cas les enquêtes émergentes, ça plaît pas à tout le monde quand même. Ouais, c'est souvent un des reproches parce qu'ils tâtonnent trop, quoi. Ils savent pas trop où aller vu qu'a priori on peut tout inventer. Exactement. Prenez des décisions franches. Ça vous permettra en plus de rejouer les mêmes enquêtes avec d'autres groupes, voir le même et d'avoir des trucs très différents en fait, parce que le souterrain une fois ça mène à ça, la fois d'après ça mène à un laboratoire scientifique, enfin tu vois, rien à voir en fait. Je crois que c'est Gulix qui a dû jouer une dizaine de fois un père à la mer justement, qui n'a jamais eu la même solution à la fin, quoi. Comme les jeux Force the Story, c'est le même principe, t'as les mêmes bases et c'est toujours différent en fait. Donc ça c'est vraiment super chouette. Et donc à la fin, on va avoir le move de fin qui est vraiment émettre une hypothèse, qui est le move un peu emblématique de ce jeu-là. Donc le principe, c'est chacun des mystères a une difficulté. Le principe, c'est les joueurs vont se rassembler et vont discuter d'une théorie. À l'image d'Agatha Christie, c'est un peu ça. Ouais, alors tu peux le faire en roleplay, mais en réalité, tu peux complètement le faire en discussion entre joueurs. C'est conseillé de le faire plutôt en discussion entre joueurs, sauf si t'es vraiment à fond dans le roleplay. Pour fonder la théorie et peut-être jouer après en roleplay la théorie. Tu pourrais, mais c'est vraiment pas obligatoire. Hein. C'est vraiment, là, on rentre dans la salle des scénaristes et on décide du coup de ce qui s'est passé. Donc là, le principe du jeu, c'est d'échafauder une théorie. Qu'est-ce qui s'est passé à partir des indices qu'on a trouvés. S'il y a des choses qui sont un peu floues, c'est le moment de les recontextualiser un peu plus, tu vois. Il n'y a pas de problème. Faire des liens entre les indices. Voilà, exactement. S'il y a besoin de contredire un petit truc, de tordre un peu ce qu'on avait raconté, on est dans la création collective. Donc si ça fait plaisir à tout le monde pour que l'histoire elle fonctionne bien, de déformer un petit truc, pas de problème, quoi. Et donc on va arriver à formuler 1, 2, 3 théories différentes avec l'aide du gardien. Et puis le gardien aussi donne son avis sur les indices. Il est totalement impliqué dans la création. Et il est impliqué, et j'ai envie de dire, c'est même un des trucs les plus intéressants sur ces jeux-là, c'est que toi tu t'amuses en tant que gardien, en fait, tu découvres des choses. Ah, tu joues aussi, ouais. Tu joues complètement. Et donc c'est super chouette. Ils finissent par dire, ok, c'est cette théorie-là qu'on va mettre en avant, ok. Dans la théorie qui a été amenée dans cette hypothèse-là, il y a tel indice. On fait la somme des indices, on jette 2d6, on les ajoute, on soustrait la difficulté du mystère, et ça nous donne le résultat. Voilà. Donc, typique PBTA après, 6-, 7, 9, 10+, etc. Et à ce moment-là, l'enquête on peut te dire, si tu fais un échec, c'est que c'est la mauvaise théorie. Exactement. Et tu repars c'est là que c'est intéressant. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui vont à ce moment-là dire plusieurs choses. Ils vont dire « Ah, c'est dommage quand même, le résultat, il est dicté par les dés. »
C'est pas totalement vrai, en fait. Déjà, le moment où vous faites la théorie, vous le choisissez un petit peu. Donc, si vous voulez blinder l'enquête avec Ouais, faut plein d'indices. d'indices, bah, vous récoltez plein d'indices, vous les liez ensemble, et vous avez un super bonus, il y a peu de chances que vous échouiez. C'est totalement cohérent avec la fiction. Je veux dire, C'est vous ça. avez 20 indices qui vous montrent que c'est machin qui est le tueur, bah, heureusement que c'est ce qui va arriver. Si vous voulez la jouer plutôt danger, tu vois, tu vas récolter un minimum d'indices, et puis tu jettes les dés et tu vois bien, mais du coup, tu es en mode Ouais, roulette mais russe, et c'est pas voilà. trop, c'est pour une partie courte, quoi. Ouais, mais ça peut être fun aussi, tu vois, genre en mode, on a un peu des grand-mères bras cassés, du Ouais, coup, on va pas faux, voir. pas faux. OK. Donc ça peut être sympa. Après, il y a un autre aspect, c'est le jeu vous donne des objets mécaniques pour vous donner de l'agentivité par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a les couronnes. Les couronnes, c'est des éléments qu'on peut cocher pour transformer un jet de dés en un palier de réussite, un degré de réussite Une supérieur. sorte de point de chance ou dans un autre jeu, par exemple. Voilà, c'est ça. Sauf que là, ça apporte de la narration, hein, justement. Bah Les ouais, couronnes. du coup, ça apporte de la narration parce que quand tu coiffes une couronne, du coup, tu coches ça sur ta fiche de perso et en face, tu vas avoir un flashback à raconter ou une évolution du perso. Il y a deux listes de couronnes. Voilà, il y a une couronne qui est plus orientée sur des flashbacks et une couronne qui est plus sur l'avancée de la conspiration. Et celle-là, si tu arrives au bout de ces couronnes-là, tu coches la dernière, ton personnage est retiré du jeu, en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un peu le compteur de points de vie, j'ai envie de dire. Ouais, qui est intéressant, qui creuse le personnage à chaque fois. Ah bah, qui est narratif, c'est hyper cool. Ouais, Quoi, c'est génial. ça ajoute des choses. Et ce qu'il a, du coup, mécaniquement, tu coches une de ces couronnes-là, et du coup, tu changes le jet de dés de la théorie, et tu passes d'un échec à une réussite. Donc, si t'as vraiment Faut envie pas de réussir, hésiter à la fin, bah oui. exactement, tu peux le faire. Ceci dit, moi j'ai remarqué là, ce que j'ai proposé quand j'ai mené, je leur ai dit, bah écoutez, pour une fois on va faire autrement. Si vous échouez, on va jouer avec ça, et on va voir ce que ça va donner. Donc le jet de dés a été un double 1. Évidemment. Donc t'as choisi un autre coupable. Après, voilà, normalement, on aurait dû continuer, c'est-à-dire retrouver des nouveaux indices. trouver des nouveaux indices pour pouvoir faire une autre théorie différente. Ok. Voilà. C'est comme ça que ça se passe normalement. Je pense pas que ça pose un vrai problème si tu dis c'est un échec et on avance sur un autre mystère Bah après ouais, derrière. comme tous les échecs, un jeu de rôle, faut que ce soit un Voilà, rebond. c'est chouette aussi, tu vois. Donc voilà, donc j'espère que ça répond un peu à l'idée de l'enquête émergente, donc semi-émergente, parce qu'on a quand même beaucoup de matos pour raconter C'est ça des qui est histoires. fourni, ouais. C'est quand même simple. très cadré. Il y a comme tu dis, il y a des mystères qui sont quand même préécrits finalement, prêts à jouer. Donc. Les mystères sont préécrits, la conspiration est préécrite, avec plein de choix possibles différents. Et du coup, là, tu as utilisé plein de termes que j'avais pas lu dans la première traduction, genre les indices abyssaux. Et ça me fait poser une question sur quels ont été un peu les gros défis d'éditer cette version en français. Est-ce que tu as repris une traduction de zéro? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait énormément de travail pour toi tout seul, ou peut-être vous êtes plusieurs en fait? Alors on a fait appel à un traducteur professionnel, hein, tout simplement. Donc voilà, donc là c'est son travail. C'est une personne qui pratique les jeux de rôle mais qui n'est pas professionnelle du jeu de rôle à la base. Donc c'était intéressant d'avoir un point de vue un peu extérieur là-dessus. Sachant que Sébastien, lui, il a plus de 20 ans dans le milieu, donc il connaît bien le jeu de rôle. Sébastien, il t'accompagne sur Ouais, tout à fait. C'est lui qui est sur la partie financière, sur la partie production. Alors que moi, je vais plus être sur la communication, sur une partie un peu esthétique aussi, parce que sur créa, voilà, la partie créa francophone en fait, où il va y avoir des choses à cadrer. Et puis on a la chance de bosser avec Laetitia Van Gas qui a illustré Sur la route. Sur la version française. Alors, pas sur les bouquins de base, parce que là, on doit respecter la charte graphique de la version US, qui est très chouette d'ailleurs. Mais sur la création française, le supplément, on va pouvoir se faire plaisir avec des illustrations en plus. De la maquette qui va être faite par Nicolas Folio aussi, donc qui était sur la V1 de Riddlewood Bay, sur la route en partie avec Sébastien, et sur du coup ce voyage en France, ce supplément. Okay. Et donc j'adore bosser avec Laetitia, et faire un peu la direction artistique avec elle, et on a déjà commencé à faire des trucs assez chouettes sur les fiches de perso, etc. Donc voilà, ça va être vraiment joli, quoi. Ok, alors du coup, c'est beaucoup de travail, ça sort quand le financement, il se termine Il se termine dans une semaine, on est en train d'envisager de faire un late pledge peut-être jusqu'à la fin du mois. Ça sortira, notre objectif c'est de sortir les PDF pour la fin du mois. Ok, très bien. Parce qu'on est dans les ultimes relectures en fait. Donc, tout est déjà prêt. Voilà. Nickel. C'est en cours, on va dire. Et les livres, notre objectif c'est janvier 2026 pour le livre de base et le supplément. Pour la création francophone, on est en train de caler les choses avec les personnes avec qui on bosse. Ça a été débloqué il n'y a pas longtemps, donc ça sera courant 2026 de toute manière. C'est juste, voilà, il faut se caler au niveau des agendas de tout le monde, quoi.
OK et mener un financement participatif, du coup, c'est la première fois? Pour moi, oui. Ouais. Pour moi, oui, clairement, et ça a été un gros challenge sur la communication, du coup. Mais je me suis éclaté, même si ça fait 3 semaines que je dois bosser entre 8 et 10 heures par jour dessus. Donc, Ah ouais. j'ai mis en OK. pause à peu près tout pour Pour ça? ça. OK. Ouais, mais ça a des résultats chouettes parce que tu vois, typiquement, alors Sébastien qui a plus l'habitude, me dit globalement à partir de jeudi la semaine dernière, on aurait dû être dans un ventre mou où il se passe plus grand chose jusqu'à 48 heures avant la fin. Et en Sur ça, fait, effectivement. là, ça augmente tous les jours, ça prend 10-20%. OK. Donc en fait, en continuant encore et encore d'en parler partout, en Ah oui, il y a ayant un des bon bouche à oreille, en fait, voilà, il y a plein de gens qui nous aident, qui rejoignent l'aventure, comme JDR Academy, tu vois, on n'avait pas prévu avant. Bah non, ouais. Et c'est hyper chouette du coup de voir cet engouement-là parce que le jeu il est top et je pense qu'on va faire du travail qui est vraiment sympa. Donc voilà, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que ça fonctionne. Et voilà, c'est un énorme travail, mais c'est cool. Un truc que je remarque, ces derniers temps, c'est que le jeu narratif indépendant comme ça place maintenant en France, quoi. Ce qui était pas trop le Et cas ouais, avant, ça je trouve. commence, hein. Ça prend de plus en plus d'importance. Bah, tous ces jeux, ouais, enfin toute la scène indépendante, JDR francophone, Ouais, tout à fait. attire de plus en plus de monde. On se rend compte qu'il y a d'autres façons de jouer au jeu de rôle et bah, c'est une sorte de preuve là, ce qui arrive avec Brindlewood Bay. En tout cas, il y a C'est beaucoup ça. d'attentes sur le jeu, quoi. Nous, on essaie de plaider cette cause-là depuis quelques années quand même avec la Fabrique Imaginaire maintenant. On faisait des actual play à une époque, on a arrêté parce que ça prenait trop de temps, mais on désespère pas de le refaire, voire peut-être de le refaire avec un partenariat, à voir, à discuter avec des gens qui sont dans le milieu peut-être. C'est ça. Ouais, ouais. Mais en tout cas, voilà, on met en avant des choses. Enfin, on joue vraiment plein de jeux sur cette communauté-là sur Discord. On a atteint bientôt 450 personnes quand même, l'air de rien. C'est ça. En fait, là, c'est 2 choses différentes, donc la Ouais, fabrique imaginaire et et les Storyline, éditions c'est de la ça? Fabrique Imaginaire. Alors, Storyline, c'est la structure juridique. C'est OK, l'entreprise de Sébastien. C'est cette boîte-là qui finance, qui facture, etc. d'accord. Les marques qui sont vraiment qui appartiennent à cette entreprise, encore en partie, ça dépend. Force the Story, du coup pour les jeux Force the Ouais. Story, et les éditions de la Fabrique Imaginaire. Là, c'est moi qui ai déposé la marque pour le coup, puisque c'est la suite. C'est un partenariat en fait avec Sébastien pour faire naître des jeux qui sont des jeux joués à la Fabrique Imaginaire, donc des jeux indépendants comme Brindlewood Bay, mais qui seront aussi à terme des créations des membres de la Fabrique Imaginaire. Donc voilà, donc moi j'écris pas mal de jeux, il y a d'autres personnes qui écrivent des jeux, et voilà. T'as compris que l'idée c'était d'utiliser aussi le fait qu'on ait des jeux américains qui sont cool, qui marchent bien, qui sont dans la même philosophie de design que celle qu'on aime, pour faire monter petit à petit des personnes qui créent en France, pour que voilà, on puisse avoir une création française qui est cool aussi et qu'on soit pas toujours les entre guillemets les moutons de la création américaine. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de hype souvent pour des jeux US qu'on ramène Oui. en France que pour des créations françaises, c'est dommage. Bah, On c'est aimerait qui dans la bien. sphère indé, il y a les gens connaissent déjà les jeux avant qu'ils arrivent en français parce qu'il y a C'est ça. Oui, non, mais complètement. comme on suit ce qui sort en anglais, ouais. Ouais. Et du coup, voilà, on va essayer de faire en sorte que progressivement, on ait des jeux français qui soient vraiment chouettes et qu'on arrive à pourquoi pas faire l'inverse un jour, peut-être exporter nos jeux vers les US. Ça serait vraiment Ouais. hyper cool, quoi. Et bah, on peut parler un peu, pour finir de la suite. Est-ce que, bah, du coup, tu as des plans en tête après Brindlewood Bay? Parce que Jason Cordova, il a fait plein de jeux. Est-ce que Alors, Big je vais Tim, tu envie de commencer le par faire des aussi? vacances Ouais, des vacances? Bon, de ce OK. côté-là. Mais tu as des idées, pour la suite? Ouais, alors nous, notre objectif, c'est a priori, à voir, hein, ça peut changer, mais on va essayer de faire un jeu par an chez Force the Story et un jeu par an chez les éditions de la Fabrique Imaginaire. OK. En gros, c'est voilà, pas plus que ça parce que on a une vie à côté aussi. Force the Story, tu privilégies la création française, c'est à chaque fois Ouais, tout à fait. Force the Story, c'est beaucoup mes jeux quand même, hein, globalement. Bah, ouais. J'en ai encore quelques-uns en stock. Il y a... D'accord. on peut parler de ça 2 secondes. Il y a... Bien sûr. J'ai un jeu écrit avec quelqu'un de la Fabrique Imaginaire qui s'appelle Patrick, son pseudo c'est Sturm, qui est un jeu qui s'appelle Stars à l'heure actuelle, et qui est un jeu pour jouer une épopée d'un groupe de musique, en jouant différentes scènes de toute cette épopée-là, depuis la rencontre, le premier concert, Excellent. le succès, la déchéance, le split, la reformation, tous ces trucs-là, OK. et qui serait différent des autres Force the Story dans la mesure où à chaque fois on va être sur une scène emblématique, dans un lieu emblématique, correspond à cette étape-là de la vie du groupe, et on a des cartes avec des questions et des thèmes, et en fait on doit amener ce thème-là, cette question-là, pendant la scène. Donc c'est un côté très roleplay pour le coup.
Ouais, Alors, on joue vraiment la scène et on intègre ces éléments-là dans la scène et c'est hyper chouette. Il est en playtest depuis 2 ans, je crois, maintenant, notamment au Flip appartenait. Et il tourne vraiment bien, donc ça c'est un projet. Je travaille sur une version école de magie aussi, avec du dessin, donc des dessins de plans, des dessins de personnages, des runes pour écrire tes sorts, etc. Donc voilà, il y a un truc là-dessus, et un peu d'enquête émergente. Donc voilà, ça lie un peu toutes ces choses-là. Ouais. Et puis il y a aussi Rituel, qui va revenir, alors je sais pas quand. Tu bosses sur une nouvelle version, ouais, exact. Ouais, on veut faire une V2 de Rituel avec un financement international. Donc là, on attend un peu sur le côté américain qui est pas simple en ce moment, qui a un peu retardé les choses. Donc on a réimprimé Rituel 1 parce qu'il était en rupture, mais on a le texte de Rituel 2 qui est en train d'être retravaillé, playtesté, qui rajoutera justement une dimension où on maîtrise la durée de la partie avec une sorte de pyramide Illuminati qui racontera les étapes du rituel. Donc ça sera vraiment très chouette. Il y aura une extension qui pourra être utilisée avec la V1 du jeu ou la V2, qui s'appelle pour le moment Old Gods, pour jouer vraiment à fond l'horreur cosmique, des trucs gore, des symbiotes, tout ce que vous voulez comme trucs bizarres, voilà, qui pourront être rajoutés au jeu en fonction des envies. Et en jeu de rôle aux éditions de la Fabrique Imaginaire, alors les jeux de Jason, je sais pas, on va voir. The Between, c'est un gros morceau quand même. Ouais. C'est en train d'être livré. On va voir à quoi ça ressemble. On va voir aussi si, compte tenu de la taille du jeu, le public français suit aussi, tu vois, parce que c'est quand même un gros investissement de sortir tout ça. C'est pas évident, donc je sais pas, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'à côté de ça, on a aussi des projets qui nous intéressent à la Fabrique de création avec les mêmes mécaniques. Oui. Voilà, donc du coup, je peux penser à... Là, c'est vraiment très incertain, je lance les noms comme ça, mais je trouve ça intéressant. JB, qui est un des admins de la Fabrique, qui écrit Altération, qui est un jeu, donc Card from Brindlewood, donc pareil, d'enquête émergente, pour jouer à la Annihilation. Donc on rentre dans une zone... Annihilation, le film Netflix. Exactement. Ouais, ok. D'accord. Et la trilogie du Rempart Sud pour les romans. Du coup, on joue ces personnages-là qui ont juste un rôle de biologiste, anthropologue, etc., qui rentrent dans cette zone qui est isolée du monde, où il se passe des choses étranges, et qui sont là pour faire des observations sur ce qui se passe. Donc je crois qu'il a déjà écrit 6 scénarios là-dessus. Il est en playtest sur le serveur de la Fabrique Imaginaire s'il y a des gens que ça intéresse. Et il est très, très chouette. Donc voilà, il y a celui-là. Moi, je suis en train d'écrire La Noirceur de nos âmes, qui sera un jeu noir dans le style polar noir, matinée d'enquête surnaturelle. Le but, c'est de faire la saison 1 de True Detective avec ce côté... Alors, ça sera pour 3 personnes. Il y aura un guide et 2 détectives. Donc, parce que je veux un côté intimiste dans le jeu. Et ça sera pour jouer des enquêtes qui sont à la frontière du surnaturel, où ça te questionnera toujours sur est-ce que le surnaturel, il est là ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des croyances complètement what the fuck qui justifient des atrocités. Est-ce que ce qu'ils croient est réel? Est-ce que petit à petit, ça commence à se manifester dans notre monde? Il n'y aura pas de gros monstres à la Cthulhu. Il n'y aura même pas d'entité surnaturelle... Ouais, c'est juste une ambiance que tu apportes. C'est une ambiance. True Detective, c'est ça, exactement. Ouais. Okay. Mais il pourrait y avoir des impacts parce que avec les tourments que vont choper les personnages, ils vont commencer à avoir des hallucinations, etc. Et du coup, il pourrait y avoir un impact réel que eux croient. Mais potentiellement, c'est eux qui font les choses, tu vois. Ouais, c'est pas nécessairement, c'est eux qui partent en sucette complet. Et voilà, avec une mécanique de stress, d'encre dans la vie privée qui vont se détruire petit à petit. Donc le personnage rentre de plus en plus dans ses enquêtes. Ça le ronge, ça détruit son cercle familial, etc. Des exutoires pour gérer le stress, mais qui sont des vices en fait, donc qui font partir un peu en sucette aussi à leur tour. Donc c'est un jeu qui est très noir, hein, globalement. Ouais, visiblement, ouais. Voilà. C'est le nom du jeu. Mais c'est le but, voilà, c'est exactement le but, en disant que quand même l'horreur, elle est globalement plutôt dans le cœur des hommes que dans des monstres cosmiques. Ça part un peu de ça, tout en posant la question de mais en fait, est-ce que vraiment ou pas? Enfin voilà, ça joue là-dessus. Donc voilà, c'est le game design qui commence à être pas mal cadré. Et on va rentrer en phase de playtest là dans pas trop longtemps. Dès que j'ai fini Brindlewood Bay, je m'attaque à ça à fond. Donc c'est une autre possibilité de ce qui sortira aux éditions de la Fabrique Imaginaire. Ok, bah super, ça donne très très envie. Voilà. Bah, c'est dense, hein. J'espère que les gens vont pas saturer d'infos. Ok, bah merci beaucoup pour toutes ces infos, pour toute cette passion que tu transmets en parlant de tout ça, c'est génial. Merci beaucoup. Donc le financement, là le podcast il va sortir, il sort si vous l'écoutez le 13 octobre, c'est ça, et le financement s'arrête le 14, mais tu vas faire un late page. Bah je pense qu'on va s'orienter vers ça, ouais, jusqu'à la fin du mois. Là on est à 250 souscripteurs, 300
360% pratiquement sur les 400 qu'on vise, pour imprimer du coup le supplément. Là, pour le moment, le supplément, il est offert à tous les backers en PDF. D'accord. C'est seulement si on atteint les 400% qu'on aura le montant pour imprimer la quantité minimale, pour pas perdre de l'argent, et du coup, à ce moment-là, il se rajoutera dans les options. D'accord. Voilà, pour les gens. Pour l'avoir en version papier. Pour l'avoir en version papier, exactement. Ça fera 80 pages, on voit 80 pages couverture souple a priori. Voilà. Et puis si ça dépasse, continuez quand même parce que, si le jeu vous intéresse, parce que c'est pas dit, on verra comment ça se poursuit, hein, mais c'est pas dit qu'on en imprime un stock supérieur énorme non plus, et que du coup, après ça veut dire en imprimer minimum une centaine, donc là tu vois on en a eu 250 personnes, donc 100 c'est pas rien, et c'est pas dit que ça arrive un jour. Oui, est-ce que ça va pas sortir en boutique forcément, c'est ça. Alors les boutiques, s'il y a des boutiques qui nous écoutent, on n'a pas d'offre boutique parce que en fait on voulait pas les facturer plus tôt que nécessaire, donc faut envoyer un mail à contact@storyline. C'est écrit dans la FAQ du financement, et du coup on peut discuter du nombre d'exemplaires. Mais après nous on aura sur notre site de la vente en ligne en fait. Comme pour les jeux Force of Story d'ailleurs, il y a une boutique en ligne. On peut les acheter directement auprès de l'éditeur. Ça nous fait toujours plus d'argent à l'éditeur et aux auteurs qu'en boutique. Voilà, ça soutient un peu aussi la création de cette manière-là, même si les boutiques c'est aussi important. Et voilà, donc il y aura un petit stock en plus. Mais voilà. Essayez de pas rater la commande, je pense que sinon vous risquez d'attendre, si jamais le stock est épuisé, un certain temps. Ouais, Rituel, il y a eu 1 an et quelques d'attente là, donc voilà. Ok. Vous êtes prévenus. Merci beaucoup. C'était pas une menace, je tiens à le préciser. Non, moi je l'ai pris pour une menace, il faut absolument que je me prenne Brindlewood avant la fin. Ok, là en plus là tu m'as convaincu parce que j'avais déjà la version 1, tu vois, est-ce qu'il va me convaincre de prendre la V2, c'est bon. Ah ouais, écoute, tant mieux. Ne serait-ce que le supplément en France là, je le veux absolument. Et puis la partie campagne, elle est, j'en ai parlé comme j'ai pu, mais en l'ayant lu, elle est vraiment chouette, c'est bien guidé, tu vas faire des trucs top en campagne, c'est excellent. Cool, merci beaucoup Nico, merci. Merci à toi. Bonne chance pour la fin du financement. Il y aura tous les liens pour te retrouver sur les internets, un lien vers le financement dans la description de ce podcast. Et puis venez sur notre Discord aussi. Ah oui, je mettrai le lien aussi vers ton Discord, les éditions de la Fabrique Imaginaire. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, partager partout sur internet cet épisode. Il y a plein d'actual play sur la JDR Academy, dont un actual play Brindlewood Bay avec un père à la mer dont on a parlé tout à l'heure. Et voilà, j'ai tout dit je crois. Merci Nico. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation, c'était super cool. Merci à toi et à très bientôt. Salut. Salut.